Bonjour, c'est Benjamin de Natura Coach et bienvenue pour ce numéro 4 des Natura News, votre chronique santé et nutrition hebdomadaire. Pour la première partie, pour la revue de presse, et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je voudrais revenir quelques instants sur la vidéo que vous avez certainement vue sur les liens entre cancer et viande, vidéo que j'ai réalisée il y a quelques jours et que vous avez été nombreux à regarder. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment fortement à le faire parce que vous avez le droit pendant 30 minutes à une revue vraiment détaillée et objective des liens éventuels entre les différents types de viande et le cancer colorectal. Et donc je souhaiterais revenir sur quelques informations que je n'avais pas eu le temps d'inclure dans cette vidéo, notamment sur la consommation réelle. Alors là, je vais vous parler de chiffres en France, mais bon, globalement, ce sera plus ou moins la même chose dans la plupart des pays occidentaux avec, c'est surtout le volume de quantité qui va un petit peu varier. Comme vous le voyez sur ce premier graphique, qui prend en compte toutes les formes de viande, aussi bien fraîches, plats, préparés, etc., on peut voir que le porc reste la première viande consommée en France, avec tout de même une légère baisse depuis 25 ans. Et depuis quelques années, c'est la volaille qui est désormais la deuxième viande consommée en France, le bœuf étant passé en troisième position. La volaille est vraiment, comme vous pouvez le voir, la viande dont la consommation a explosé depuis 50 ans, tirant profit à la fois de son coût inférieur à la viande bovine et également de la crise de la vache folle dans les années 1990. En 2014, en France, la consommation de viande est d'environ 89 kg par an et par habitant. Alors il s'agit juste, entre parenthèses, de ce qu'on appelle l'équivalent carcasse, qui représente peut-être un peu plus que la consommation réelle, mais dans tous les cas, c'est une consommation assez élevée, vu que c'est le double de la moyenne mondiale. Et c'est également presque le double de la consommation en France il y a environ 70 ans. De mémoire, je crois même qu'au 19e siècle, on devait être à 20 kg par an et par habitant, et ça reste. On peut trouver d'autres chiffres intéressants comme ce graphique tiré d'études du Crédoc. Donc c'est sur la base de questionnaires posés aux consommateurs qui vont forcément sous-estimer leur consommation, je pense, en oubliant les viandes dans certaines sauces ou plats préparés. C'est pour cela que je suis persuadé que la part des plats préparés est beaucoup plus importante que ce qui peut être incorporé sur ce graphique. Mais ce que l'on peut noter tout de même, c'est que la viande de boucherie, donc la viande brute, hors volaille, représente moins de la moitié des viandes consommées. Et les produits tripiers, donc les abats, etc., que je vous conseillais justement de consommer assez régulièrement dans ma dernière vidéo, sont presque inexistants dans la consommation des Français en moyenne. Alors qu'au contraire, la charcuterie, elle, représente presque un tiers de la consommation avec environ 35 grammes par jour. 35 grammes par jour, cela fait 245 grammes par semaine. Donc le problème, en fait, il est déjà tout d'abord là. Avant de s'occuper de diminuer éventuellement ce qu'on appelle les viandes de boucherie, donc la viande rouge brute que certains consomment en trop grande quantité, il faut tout d'abord, selon moi, s'attaquer à la consommation d'une part de produits transformés comme la charcuterie et d'autre part de la viande industrielle incorporée dans les plats préparés. Petite parenthèse pour rester sur l'élevage de porc, en France comme dans la plupart des pays industrialisés, l'élevage de porc est à 95% industriel, avec des élevages qui sont donc dans des hangars fermés sur ce qu'on appelle des caillebotis, des espèces de revêtements grillagés en plastique, avec donc des trous pour évacuer leur déjection, où ils ont très peu d'espace pour bouger, où on leur coupe la queue. Enfin, je pense que vous avez tous entendu parler de ces histoires et de ces conditions d'élevage. Et donc, ces éleveurs ne gagnent même pas forcément correctement leur vie parce qu'ils, malgré la taille du troupeau importante, la taille moyenne d'un troupeau en élevage porcin en France, c'est de 1200 têtes, donc c'est tout de même assez conséquent, mais ils sont obligés de s'endetter auprès de la banque,
pour construire justement de nouveaux bâtiments, acheter du matériel, etc. Mais comme les prix d'achat restent tellement bas, ils ont du mal à gagner leur vie, voire ils ne la gagnent pas du tout, sont incapables de rembourser leurs dettes. Donc c'est assez compliqué finalement, et c'est pour cela que vous entendez régulièrement parler de la crise des éleveurs et le fait que les éleveurs se plaignent justement de ces prix d'achat de la viande extrêmement bas. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en face, comme vous pouvez le lire dans un article que vous trouverez également dans les références de la revue de presse, c'est que des éleveurs qui ont gardé une taille de troupeau assez réduite, donc autour de plus ou moins d'une centaine de têtes, qui font ce qu'on pourrait appeler de l'élevage fermier. Donc on va trouver pas mal ça, toujours pour rester dans mon exemple, de l'élevage de porcs. On va trouver cela notamment dans le sud-ouest de la France avec ce qu'on appelle des races rustiques, notamment le porc noir de Bigorre, où donc on a un élevage majoritairement en extérieur, où donc les porcs ont différents lieux pour manger, pour faire leurs besoins, etc. Et donc on a des animaux beaucoup plus heureux. On a des éleveurs beaucoup plus heureux également, parce que forcément, on se doute bien que c'est beaucoup plus agréable, même pour l'éleveur, de travailler dehors auprès d'animaux correctement traités, plutôt qu'eux-mêmes enfermés toute la journée avec leurs animaux et les odeurs qui s'en dégagent. Et donc, juste pour finir sur ce sujet, ces éleveurs avec des troupeaux à taille humaine, finalement, gagnent aussi bien, voire mieux leur vie, étant donné que leur viande va coûter un petit peu plus cher. Ils ne vont pas forcément dépendre du prix d'achat du marché, mais ils vont vendre en circuit court ou en vente directe. Donc c'est à eux qui vont fixer le prix de vente. Et donc c'est ça un petit peu aussi que je voulais évoquer en complément de ma dernière vidéo. C'est que je pense vraiment que pour que tout le monde soit gagnant, il faut insister à la fois pour une réduction globale de la quantité de viande consommée en moyenne, notamment chez les plus gros consommateurs, parce que tout le monde ne consomme pas de grosses quantités de viande, et en même temps que cela se focalise sur une consommation de qualité sur ce type d'élevage. Comme ça également, les éleveurs eux-mêmes seront gagnants de ce nouveau deal pour leur permettre de gagner plus correctement leur vie et d'être dans des conditions de travail bien plus agréables. D'ailleurs, dernier point pour vous donner toujours un petit peu de perspective, notamment pour les végétariens ou végétaliens qui me diraient oui, mais autant se focaliser sur le fait que tout le monde doit devenir végétarien. Bon, déjà, ce n'est pas ma position. Je ne pense pas que cela soit non plus réaliste. Hein. Bon, on peut me prouver le contraire, mais admettons que ce soit l'objectif. Aujourd'hui, on estime qu'environ 3% de la population française, et peut-être un petit peu plus dans d'autres pays, serait végétarienne ou végétalienne. Si on arrivait à même doubler ce chiffre, ce qui serait absolument énorme, hein, de doubler la taille d'une population, donc de faire passer à 6%, donc on augmenterait de 3% le nombre de végétariens. Est-ce que cela représenterait une réduction de la quantité de viande consommée globale plus importante ou moins importante que si au contraire on se focalisait sur les gros mangeurs? Donc en France, on estime que c'est 30-40% de la population qui serait dans la catégorie gros mangeurs, donc plus de 70 grammes de viande, toute viande confondue par jour. Donc si on se concentrait sur cette population pour qu'elle réduise, non pas qu'elle arrête, mais qu'elle réduise sa consommation de viande en enlevant déjà tous les plats préparés, toutes les viandes industrielles, voilà, pour vraiment réduire en gros de moitié et ne plus rester que sur de la viande de qualité, de la viande brute, donc ce qu'on appelle viande de boucherie. Est-ce que cela ne représenterait pas une réduction beaucoup plus importante du total consommé? La réponse est bien entendu oui. Là, bon, j'ai fait les calculs un peu de mon côté, mais je n'ai pas gardé les nombres en tête, mais c'est assez facile à refaire. Mais voilà, c'est pour ça que je pense vraiment que tout le monde devrait s'accorder sur le fait qu'il vaut mieux se concentrer sur cette consommation de viande industrielle et sur les plus gros consommateurs pour être gagnant dans la réduction globale de la quantité de viande consommée au niveau national, puis pays par pays. Deuxième partie de cette revue de presse, je voulais juste donner mon avis rapidement, puisqu'on me l'a demandé, sur ce numéro du magazine Le Point, donc hebdomadaire français, avec en couverture « Que peut-on encore manger ?»
Vérité et légende sur l'alimentation et la santé, viande, ce que dit la science, sauvons le vin. Alors, je vais être très clair, hein, absolument sans intérêt, bon pour la poubelle selon moi. C'est du vide intersidéral, c'est-à-dire c'est vraiment des pages pour ne rien dire. Enfin, vraiment, même le lecteur qui n'y connaît pas grand-chose n'apprendra absolument rien. Mais je voulais juste l'évoquer parce que j'ai un petit coup de gueule à faire, parce que j'en ai marre de ces informations à la noix qui ne font que mettre la confusion dans l'esprit du public. Vous le savez, je prône en permanence le fait qu'on ait des débats argumentés et objectifs en essayant d'être un petit peu sérieux scientifiquement. Et là, qu'est-ce que l'on a à la fin de ce dossier? Un débat avec deux interlocuteurs pour ou contre la consommation de viande. Donc, on a un auteur, un écrivain qui s'appelle Richard Millet. Bon, je ne sais pas pourquoi ils l'ont choisi, lui, spécialement pour défendre la consommation de viande. Pourquoi ne pas prendre un spécialiste, je ne sais pas, ou même un éleveur, un nutritionniste ou je ne sais quoi. Bon, bref. Et donc, contre la consommation de viande, on a Franz-Olivier Gisbert, l'ancien directeur du Point, justement, qui n'est plus qu'éditorialiste dans le journal maintenant, et qui est végétarien depuis quelque temps, je ne sais pas depuis combien de temps, et qui donc, bon, passons outre le personnage que personnellement je trouve insupportable de toute façon en général, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous sort la phrase typique, donc bien sûr il le fait répéter lui-même que comme un perroquet ce qu'il a entendu ailleurs. Si l'on examine de près notre denture et la longueur de nos intestins, nous ne sommes pourtant pas carnivores ni même omnivores, mais frugivores, comme les singes et les perroquets. Non mais, non, ça, je ne supporte plus cette phrase parce que c'est juste dément de continuer à sortir des inepties pareilles. Encore une fois, je le répète, on peut débattre de pour ou contre la viande, pour ou contre le végétarisme pour plein de raisons, avec plein d'arguments valides, mais ça, juste non. Je l'ai démontré pendant 1h30 l'année dernière dans ma vidéo sur l'évolution et le régime paléo, où je vous expliquais par A plus B comment nos intestins ont évolué, que nous n'avons pas les mêmes intestins que nos cousins les grands singes, parce que notre intestin grêle est proportionnellement beaucoup plus long et notre côlon beaucoup plus court, parce que contrairement à eux, nous ne fermentons pas autant les fibres des plantes, ce que eux ils font beaucoup plus. Donc non, nous n'avons pas les mêmes intestins que nos cousins les grands singes, et encore moins, bon là il ne le dit pas, mais je l'entends aussi souvent, comme quoi on aurait des intestins d'herbivores. C'est juste du délire absolu. Non, on n'est pas des ruminants, on n'est pas des vaches, on n'a pas la capacité de fermenter ou de digérer la cellulose comme les herbivores par exemple. Donc il y a un moment, il faut arrêter des bêtises. Omnivore, ça veut dire effectivement omnivore opportuniste, où dans notre histoire évolutive, on s'est dirigé vers les aliments qui nous étaient disponibles et qui nous apportaient de l'énergie plus ou moins facilement. Après, cette alimentation nous a façonné au cours des milliers et des millions d'années. Mais juste sortir ce genre d'ineptie dans des magazines grand public lus par des centaines de milliers de personnes, moi, ça m'insupporte. Voilà, c'était juste mon coup de gueule. Essayons de ramener un petit peu de rationalité et d'avoir des débats objectifs. Pour terminer sur une note positive, parce qu'après on va dire que je tape toujours sur la presse, c'est vrai que ce genre d'hebdomadaire totalement vide laisse quand même peu d'espoir sur la presse en général. Heureusement, il existe tout de même des magazines de qualité, comme notamment Philosophie Magazine, qui est peut-être le seul magazine que j'achète encore en kiosque, que j'aime beaucoup. Et donc Philosophie Magazine qui justement fait son dossier du mois sur la nature a-t-elle toujours raison? Donc c'est plus en rapport avec le changement climatique, mais c'est quelque chose d'intéressant avec, comme souvent, des citations autour de la vision de la nature sur les philosophes dans l'histoire, voilà, des interviews assez intéressantes. Je n'ai pas fini de le lire, donc je n'en fais pas une revue détaillée, mais globalement, c'est des réflexions assez intéressantes. De toute façon, j'aime beaucoup ce magazine. Passons directement à la revue d'études. Pas de livre cette semaine parce que je suis en train d'en lire plusieurs, mais que je n'ai pas fini, donc ce sera peut-être pour la prochaine fois. Donc, premièrement, une étude sur les liens entre activité physique et vieillissement du cerveau. Vous le savez, j'essaie régulièrement de vous parler aussi de tout ce qui tourne autour de l'activité physique, en plus de la nutrition, parce que ça fait partie de l'hygiène de vie globale et que c'est absolument passionnant. Pour comprendre l'étude, juste quelques précisions.
vous avez une classe de protéines qu'on appelle l'APOE qui permettent de transporter, vraiment pour faire très simple, des lipides, notamment dans le cerveau, pour réparer et maintenir les membranes des neurones. On sait maintenant que ces APOE jouent un rôle important dans la prévention de maladies comme Alzheimer. On sait aussi qu'il y a 3 variations du gène codant les APOE. APOE, c'est un gène polymorphe, c'est-à-dire que vous avez 3 variations possibles, 3 allèles. Premièrement, APOE2, ensuite APOE3 et APOE4. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que sur ce gène, il y a une variation APOE4 qui favoriserait éventuellement la maladie d'Alzheimer, APOE2 qui peut-être serait protecteur, mais encore c'est pas sûr, et APOE3 qui est la variation que 80% des caucasiens portent, dont moi par exemple, je le sais pour avoir fait des tests. On sait que c'est plus ou moins neutre. Et donc c'est en ça que c'est intéressant, c'est que je pense que dans les années à venir, quand les tests génétiques se démocratiseront, il est certain que sur ce genre de maladie, comme vous le savez certainement, on le fait pour le cancer du sein aujourd'hui, où on sait que tel gène favoriserait le cancer du sein, et ensuite c'est à chacun, suivant l'historique médical de la personne et de la famille, de prendre une décision sur l'ablation ou pas des seins. Là, ce n'est pas du tout une question d'ablation, mais c'est juste de peut-être, en amont, si on pense avoir plus de risques que d'autres, mettre éventuellement des stratégies en place, mais on est encore loin de ça parce que c'est encore une science un peu inexacte, la prédiction des risques par rapport aux gènes. Tout cela pour dire que cette étude montre que l'activité physique préviendrait ou ralentirait le vieillissement du cerveau en stimulant justement ces APOE vraisemblablement. On ne connaît pas encore tous les mécanismes précis, de futures études sont nécessaires, mais c'est encore une preuve supplémentaire de la nécessité absolue d'une activité physique régulière et quotidienne si on veut garder un cerveau en bonne santé le plus longtemps possible. Deuxième étude sur la vitamine C dans le traitement du cancer du côlon. Alors le débat sur la vitamine C dans le traitement du cancer est une vieille histoire, ça date déjà de Linus Pauling il y a plus de 40 ans. Linus Pauling, ancien prix Nobel notamment de chimie, qui était un chimiste américain et qui était sur la fin de sa carrière un grand défenseur de la vitamine C, et notamment des hautes doses de vitamine C dans le traitement du cancer. En fait, depuis cette époque, les études sont assez contradictoires, même si je sais qu'il y a des défenseurs forcenés des grosses quantités de vitamine C, mais vraiment, si on regarde un petit peu objectivement, les données sont assez contradictoires et jusqu'à présent ne permettaient pas de tirer de réelles conclusions catégoriques. Mais justement, une nouvelle étude permet d'apporter de nouvelles données intéressantes au débat. Il faut juste retenir 2 choses, c'est qu'on parle bien ici de mégadoses de vitamine C par intraveineuse, donc dans le traitement du cancer, on ne parle pas du tout des petites quantités en complément alimentaire et en prévention. Et deuxièmement, juste une précision aussi, ce n'est pas du tout contradictoire avec l'autre étude que je vous citais il y a 15 jours dans un autre Natura News, où je vous parlais donc de 2 études qui auraient montré que les antioxydants en général favoriseraient le développement des métastases en protégeant toutes les cellules du corps, mais notamment les cellules cancéreuses, du stress oxydatif, ce qui permettrait à plus de cellules cancéreuses d'aller un petit peu ailleurs dans le corps pour former de nouvelles tumeurs. Ce n'est pas contradictoire dans le sens où la vitamine C est vraiment un antioxydant à part qui a un fonctionnement et un métabolisme différent des autres antioxydants. Pour revenir sur cette étude particulièrement, en fait c'est une étude à la fois in vitro et sur des souris, donc in vitro sur des cellules cancéreuses dans des coupelles si vous voulez. Et donc ce qu'il faut comprendre c'est que les cellules cancéreuses, comme vous le savez, sont des cellules mutantes dont l'ADN a été modifié. Par exemple, je vous l'expliquais très bien donc dans le cancer du côlon, dans la vidéo sur les liens entre viande et cancer, je vous expliquais un petit peu les différentes possibilités, notamment comment les nitrates et nitrites pouvaient créer un composé
qu'on retrouvait dans les tumeurs ou comment dans l'hème aussi de la viande rouge, vous aviez des composés qui pourraient favoriser ces mutations. Bref, c'est vrai que le côlon peut être très exposé à certains agents mutagènes. Et donc, sur ces cellules du cancer du côlon, dans ces mutations, on a notamment 2 gènes qui sont mutés, qui sont CRAS et BRAF. Bon, bref, pas besoin de retenir les petits noms. Et ces 2 gènes mutés favoriseraient l'absorption par les cellules cancéreuses du glucose qui, comme vous le savez aussi certainement, est la source d'énergie des cellules et notamment des cellules cancéreuses. Et comme elles absorbent plein d'énergie, elles sont capables de se développer et de se multiplier à plus grande échelle. Sauf que ces mutations leur fait aussi absorber plus d'acide déshydroascorbique qui est la forme oxydée de vitamine C. Et pour faire très simple, le fait que les cellules cancéreuses absorbent le plus de DHA, qui est le petit nom de l'acide déshydroascorbique, donc le fait que ces cellules cancéreuses absorbent plus de DHA les expose plus au stress oxydatif et aux agressions des radicaux libres. Comme je vous le disais, les chercheurs ont pour l'instant fait juste des tests in vitro et sur des souris, mais pour l'instant les résultats sont assez prometteurs et ils espèrent passer assez rapidement aux études cliniques sur l'être humain. Donc c'est vraiment très intéressant, mais juste je reprécise encore, il s'agit bien de cellules cancéreuses avec des mutations spécifiques, donc il est vraisemblable que ce ne sera pas applicable à tous les cancers. Ils espèrent que c'est potentiellement applicable à certains cancers du pancréas. Et voilà, pour l'instant, c'est les 2 types de cancers visés, côlon et pancréas. Mais voilà, c'est une nouvelle pierre au débat sur la vitamine C dans le traitement du cancer. Mais par contre, ça ne change rien à tout ce qui tourne autour de la prévention. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des mégadoses en prévention. Mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. 3e et dernière étude, une supplémentation en glycine en cas de perte de poids. Donc encore une fois, il s'agit d'une étude sur les souris. Donc voilà, il ne faut pas forcément binairement appliquer ça aux êtres humains. Mais c'est tout de même toujours très intéressant en termes d'hypothèse. En fait, on a rendu obèses des souris. Donc là, on parle tout de même d'obésité assez sévère. Et on les a mis en restriction calorique, au régime, une restriction calorique assez importante. Et une partie de ces souris, on leur a donné une quantité assez importante de glycine qui, chez l'être humain, correspondrait à 6-7 grammes environ par jour. Et les souris qui ont eu cette supplémentation en glycine, qui, donc, pour rappel, est un acide aminé qu'on trouve surtout dans le collagène, dans les tissus conjonctifs, tout ça, je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur la viande. Et c'est pour ça qu'aussi c'est un problème qu'on ne mange plus du tout ces tissus conjonctifs, ce collagène, parce qu'on ne mange plus que du muscle quand on mange de la viande aujourd'hui dans les pays modernes. Et donc cette supplémentation en glycine a permis aux souris qui l'ont reçue de perdre plus de masse graisseuse et de perdre, surtout ça peut-être qui est intéressant, de perdre moins de masse musculaire. Donc voilà, c'est un point positif en plus pour la glycine. Alors personnellement, je reste partisan avant tout d'un apport alimentaire si possible, avant de prendre des compléments, mais je ne suis pas là pour dire que les compléments de glycine ou de collagène sont forcément mauvais, mais je reste toujours partisan, tant que faire se peut, d'apports alimentaires, donc comme je vous disais, se faire des bouillons d'os, manger des parties cartilagineuses, manger des organes qui contiennent aussi un petit peu plus de glycine que les muscles, etc. C'est tout pour cette semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur naturacoach.com.